tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Éthique et Smart, l'émission de l'éthique numérique, de la responsabilité des entreprises et de la transformation digitale. Aujourd'hui, on parle agilité et résilience. Comment s'adapter constamment et rapidement à l'évolution de son environnement? Cette question était majeure, elle est devenue évidemment vitale avec la pandémie. Entreprise agile, entreprise résiliente. On pose les enjeux de notre émission avec mon invité Marion Fleischer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes doctorante en sociologie à l'université Paris-Dauphine. Vous observez notamment le fonctionnement des startups. Vous analysez comment ces méthodes qui sont pensées par et pour la tech peuvent, ou pas d'ailleurs, être adaptées dans les grandes entreprises. On va faire un peu d'histoire, si vous voulez bien, pour commencer avec cette idée, ce concept d'agilité. Il vient d'où ? Eh bien, c'est vrai que l'acte de naissance des méthodes agiles, on a tendance à le faire remonter aux années 2000 avec le manifeste agile qui a été rédigé. Mais en fait, les principes fondateurs pourraient être remontés aux années 60. Notamment dans les communautés hackers de la Silicon Valley, ils commençaient déjà à travailler sur ce mode-là, et repris ensuite dans les années 90 par les mouvements du logiciel libre qui s'opposaient au mouvement de monopolisation et de marchandisation de l'informatique par des grandes entreprises comme IBM et Microsoft, et qui prônaient un mode de travail bien particulier, donc un travail qui se voulait libre, libéré des contraintes hiérarchiques, de l'autorité, du temps. Et puis avec des principes particuliers, c'était l'auto-organisation, l'autogestion, la collaboration anti-hiérarchique, l'échange aussi, et puis la créativité. Et donc il y a ce manifeste, le manifeste de la méthode agile. Il est publié quand ? Et j'imagine qu'il reprend tout ou partie de ces grands principes ? Oui, en fait, je pense qu'il en a été largement inspiré, parce qu'en fait, il a été rédigé en 2001. Par 17 spécialistes du développement logiciel qui se sont réunis et qui ont réfléchi à une méthode, à poser sur papier en fait une méthode qui permettrait d'être plus efficace dans le développement du logiciel. Et ils en ont sorti 4 grandes valeurs et 12 principes. Et ça a donné lieu au manifeste agile. Les 4 grandes valeurs, parce que les 12 principes, on ne va pas avoir le temps, mais les 4 grandes valeurs... Je peux peut-être résumer en 4 grands points. En fait, ils critiquaient le modèle de la grande entreprise bureaucratique et hiérarchisée pour prôner, en fait, pour valoriser davantage les individus et les interactions par rapport aux outils et aux process. Ce qu'on appelle les process aujourd'hui. Il y a aussi l'idée que l'organisation sera plus à même de s'adapter à des situations qui sont toujours singulières, en favorisant le travail d'équipe, la collaboration, la coopération des salariés, plutôt que des développeurs pour le coup, plutôt que la planification à long terme qui en fait prend pas en compte les nouvelles situations qui arrivent et qui se posent. Et puis il y avait aussi finalement l'idée que il valait mieux faire des allers-retours avec le marché. Au lieu de développer une solution qui allait en fait s'avérer pas très bien adaptée et qu'il fallait tout recommencer. Et donc, ils se sont vraiment aussi opposés au modèle du contrôle gestionnaire hiérarchique, en disant en fait, il vaut mieux avoir des équipes auto-organisées, auto-gérées, qui prennent eux-mêmes en charge la définition de leur travail, comment réaliser ce travail-là. Alors c'est drôle parce qu'elle se construit, ce manifeste, il se construit, vous venez de le dire, en grande partie sur un anti-modèle des grandes entreprises et des grands groupes, sauf que ça va finir par essaimer. Ça va mettre combien de temps à essaimer ces méthodes agiles justement vers des grandes entreprises ou des grands groupes ? Vous voyez, 20 ans, ça a mis à peu près 20 ans. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en effet, ça fait longtemps qu'ils ont été posés, ces principes-là. Et en fait, ils ne faisaient aussi que prolonger des débats qui avaient lieu dans la littérature managériale sur le travail par projet. Ça, c'était dans les années 90, et il y a un ouvrage majeur en sociologie qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme », rédigé par Luc Boltanski et Eve Capello, qui montre en fait que la littérature managériale des années 90 présentait déjà les avantages d'un travail par projet, collaboratif, dans des petites équipes, auto-organisées. Ça, c'est les années 90, et en fait... Mais donc, c'est quoi ? Ils ont piqué quelques idées de la méthode agile sans le dire et en donnant un autre nom ou En fait, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, et je pense que ce n'était pas encore à la mode. Et oui, c'est qu'une question de sémantique. C'est ce que montre d'ailleurs
d'ailleurs ces deux auteurs, c'est que le capitalisme et le management, pour se renouveler, il faut qu'ils soient bien packagés aussi, il faut qu'il y ait un aspect marketing. Et en fait, les entreprises à cette époque-là ne se sont pas vraiment saisies de ces manuels, ils n'ont pas vraiment appliqué les principes du projet. Ça a mis du temps, et en fait, il n'y a qu'avec le développement, je pense que ça a été concomitant avec le développement des startups qui ont rendu tout ça un peu à la mode, et un peu plus accessible pour les grandes entreprises, parce qu'ils voyaient des entreprises qui vraiment le mettaient en place, en fait, le travail par projet. Du coup, ils se sont dit, on va peut-être s'en inspirer, et finalement, l'agile, pourquoi pas ? Ouais. Et alors justement, et vous nous raconterez ça tout à l'heure pendant le débat, vous avez passé pas mal de temps au sein d'une start-up en forte croissance, en hyper-croissance, à observer, à faire en quelque sorte de l'ethnologie. Vous nous raconterez ce que vous en avez, ce qui en ressort. On va passer tout de suite au débat d'éthique et smart. Voilà, l'agilité, on a bien compris les principes, agilité et résilience maintenant. Comment réagir aux crises? C'est à la fois une leçon des 18 mois écoulés et des pistes pour l'avenir que je vous propose de découvrir tout de suite avec le débat d'éthique et smart et mes invités. Johan Momer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur transformation business chez Soprasteria Next, qui est la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. J'accueille également Loïc Pori, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur régional Paris chez Leroy Merlin. Et évidemment, Marion Fleischer est restée avec nous. Vous êtes toujours doctorante en sociologie à l'Université de Paris-Dauphine. Ça ne va pas bouger en quelques secondes. Johan Momer, vous avez signé pour l'exploratoire Soprasteria Next une note d'analyse pour comprendre justement l'impact entre ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la méthode agile, l'agilité et la résilience. Alors, on va dévoiler pas mal de détails de cette enquête qui a été menée auprès de combien? Une vingtaine d'entreprises, d'entrepreneurs. Peut-être qu'il faut définir, c'est quoi ce que vous appelez les marqueurs objectifs de l'agilité? Alors déjà, sur l'agilité, l'agilité, ce n'est pas une nouvelle entreprise. L'entreprise agile, ce n'est pas une nouvelle entreprise, c'est une entreprise qui a fait un certain nombre de transformations. Et nous, quand on s'est intéressé à finalement ce qui rend, au-delà de la start-up, la grande entreprise agile, on est retombé sur des choses très connues, très classiques. Et on repart vraiment de ce qui constitue l'entreprise. Sa culture, son organisation, son management, le digital aussi, la gouvernance et ses processus. Et donc, on s'est posé la question de ces éléments qui constituent l'entreprise. Ça sont les piliers fondamentaux de l'entreprise. C'est les piliers fondamentaux de l'entreprise. Ils sont classiques, j'ai envie de dire, agilité ou pas agilité. Et on s'est dit finalement, à l'échelle d'une entreprise, donc quand on a dépassé la start-up ou la direction IT, qu'est-ce qui rend ces piliers plus agiles? Et donc, pour chacun de ces piliers, on a identifié des marqueurs agiles. Donc, le marqueur agile, ni plus ni moins, c'est de dire si je mets en place ce marqueur-là, je serai un peu plus agile. Si j'illustre un peu le propos, si je prends par exemple sur la culture, le fait d'être dans la culture du débat dans l'entreprise, de laisser le droit à l'innovation, le droit à l'erreur, le fait d'avoir des valeurs qui nous guident, ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'agilité. Ça va dans le sens de la confiance, entre guillemets, aux collaborateurs. Et donc, quand je fais ça, moi, collaborateur, je me sens, entre guillemets, autorisé à oser, si j'ose dire. Si je prends sur la partie managériale, ça va être le fait d'avoir des managers portant la transformation. Ça va être le fait d'avoir des managers coach davantage. Sur la partie organisation, ça va être aussi le fait d'avoir des équipes beaucoup plus réduites, pluridisciplinaires, un peu l'image des startups d'ailleurs. Et donc de dire, voilà. Et donc, pour ces 6 grands piliers-là, on a identifié une trentaine de marqueurs agiles, parce qu'on voulait que ce soit très concret, très activable pour les entreprises. Et cette agilité-là, finalement, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une recette, c'est à chaque entreprise de trouver ses marqueurs à activer pour être plus agile et in fine plus résiliente. Alors, vous m'avez dit quand on a préparé l'émission que Leroy Merlin avait une culture d'entreprise qui était une culture agile. Ça vient d'où, Loïc Pori? Je crois que ça fait partie de notre ADN. On est une entreprise qui est naturellement agile, mais au sens étymologique du terme. Donc on a des gens qui prennent beaucoup d'initiatives, qui sont autonomes, qui n'hésitent pas à entreprendre, qui ont des idées et qui rebondissent facilement d'une idée à l'autre. Donc ça fait vraiment partie de l'entreprise. Donc ça, c'est l'ADN. Et pourtant, la direction générale de Leroy Merlin a voulu aller plus loin, si j'ai bien compris. C'était il y a 9 mois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 9 mois, on voit arriver cette méthode agile, effectivement poussée par la direction de l'entreprise. Et puis, nous, on la réceptionne en région, en magasin, en disant encore une nouvelle méthode. C'est la méthode de l'année, ça va être une de plus. Celle de cette année, c'est une nouvelle mode. Et puis, on rentre dans la méthode, on s'approprie cette méthode et on découvre qu'en fait, ça va nous amener à cette agilité naturelle, une agilité structurée, une agilité un peu plus formalisée. Ça changeait quoi, concrètement, si on essaye de donner 2-3 exemples, 2-3 détails? Ça nous a permis, très concrètement, d'allier très rapidement la méthode, la forme
et le fond. Et donc sur une journée et demie de partage, on a réussi à s'approprier à la fois cette méthode agile et tout de suite en tirer l'application concrète pour nos régions, pour nos magasins, en les déclinant en objectifs. Oui, mais ça veut dire il faut la diffuser après. Donc il y a d'abord eu une formation assez rapide pour le management, ensuite au niveau des directions, et puis après vous avez formé une partie de vos salariés. Comment ça s'est passé en fait? Oui, exactement. Donc c'est venu vraiment du haut de l'entreprise, donc du top 7 de l'entreprise, qui s'est approprié la méthode. Puis on est descendu sur le top 30 de l'entreprise, et de là, on en a découlé les grands objectifs de l'entreprise. Ensuite, on est redescendu d'un cran au niveau du top 300. Donc le top 300, ça arrive chez moi. C'est-à-dire que là, ça concerne les directeurs de magasins, nos directeurs de magasins. Et de la même manière, on a décliné cette méthode en, ce que je vous expliquais un peu avant, en la faisant approprier aux directeurs de magasins, de telle sorte qu'ils ont pu la traduire pour eux très rapidement en objectif concret pour leur magasin. Mais quand je dis concret, c'est par exemple, ils ont pu travailler très rapidement sur la fiabilité des stocks en magasin. Donc on est passé très rapidement d'intentions stratégiques très hautes de l'entreprise à des intentions concrètes pour nos magasins. Et donc, on rentrera peut-être un peu plus dans le bilan tout à l'heure, mais premier bilan, vous dites, par rapport à la première perception de « Ah tiens, c'est la méthode de l'année », finalement non, finalement ça bouleverse ou ça impacte, ou ça transforme plus profondément votre efficacité, parce que c'était ça l'objectif aussi. Oui, vraiment, le premier bilan, c'est une méthode utile. Utile parce qu'on passe très rapidement à l'action avec des cycles courts. Ça a été très bien expliqué par Marion avant. On passe de grandes intentions un peu annuelles à des intentions plus courtes qu'on a réussi à adapter. Et ça nous a permis, dans la période qu'on a tous traversée l'année dernière, d'être extrêmement à la fois résilients, c'est-à-dire d'avoir des objectifs très clairs qu'on a pu tenir, et en même temps très agiles parce qu'on a pu adapter ces objectifs au mois, au trimestre, en fonction des événements qui sont arrivés. Mais avec quand même un élément, c'est qu'il faut, entre guillemets, je mets des guillemets, rendre des comptes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de reporting hebdomadaire, bi-hebdomadaire, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors il y a des rituels, il y a des rituels qui peuvent être hebdomadaires, des rituels qui peuvent être mensuels, sur lequel, et ça a été illustré tout à l'heure par Marion également, sur lequel enfin, on vient rendre compte aux clients de qu'est-ce que j'ai fait pendant ce cycle-là, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois. Et ça permet d'avoir un échange finalement assez régulier, à la fois sur qu'est-ce que j'ai fait concrètement, et toi, client, qu'est-ce que tu reçois, qu'est-ce que tu en penses. Mais alors moi, réaction de Béotien, je me dis, j'entends ça, on remet de la structure dans l'agilité d'une certaine façon, Marion Fleischer. Ça reste un mode de production et un mode de management. L'idée, c'est que ce soit un mode de production qui permette d'un ajustement au marché plus rapide et plus efficace. D'où le terme d'agilité, mais on pourrait remplacer agilité par flexibilité. C'est peut-être juste un nouveau mot pour dire la même chose. Et à une certaine époque, les entreprises avaient déjà besoin de rechercher un peu plus d'adaptation, mais là, peut-être encore plus, qu'on est dans la course à l'innovation, où le client est roi et où on cherche cette satisfaction client tout le temps, et qu'en plus, il y a cette question du numérique qui a aussi pénétré les entreprises avec des outils, des nouvelles préoccupations. Et je pense que tout ça vient peut-être rendre cette question de l'agile un peu plus... en tout cas, ça vient rendre ça important pour plein d'entreprises, même les plus grandes. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, de se dire, on est une grande entreprise, on est une grande structure, on veut mettre de l'agilité, vous nous dites, ça marche, mais malgré tout, la structure de l'entreprise, elle finit par reprendre un peu le dessus, non? Alors, je dirais qu'il y a... Avec du reporting, etc., ce qu'on demande naturellement à ses collaborateurs. Là où il n'y a pas de contradiction dans l'agilité, c'est que c'est une nécessité. C'est-à-dire que si l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande, ne sait pas s'adapter, à court terme, une crise sanitaire, ça vous met à genoux, et à moyen long terme, entre guillemets, de s'adapter au marché, si on ne s'y adapte pas, c'est très dangereux. Donc quelque part, j'ai envie de dire que les promesses de l'agilité et de la résilience qu'elle propose et de la capacité à se transformer, elles sont hyper intéressantes pour les entreprises. Après, et je pense que c'est là... Alors moi, typiquement, je ne suis pas expert de l'agilité, je suis plutôt expert de la transformation. Et c'est là, je pense, où des gens comme moi ou comme Sopra Steria Next, qui avons cette compétence de transformation, on prend le relais parce que l'agilité, et Marion l'a très bien dit, a été créée par des experts, entre guillemets, de l'agilité, de l'IT notamment. Avec plein de beaux principes, notamment le client au centre. Alors c'est quand même marrant que ce soit l'IT qui remette le client au centre, ça c'est quand même assez drôle. Et donc ils ont travaillé pour les startups, pour l'IT. Et quand on veut quelque part mettre ces promesses-là au niveau de l'ensemble de l'entreprise, effectivement, on va se confronter à la structure de l'organisation. Et ce que dit pas Loïc, parce qu'il est très... il ne veut pas se jeter des fleurs, mais... Il est modeste. Mais Leroy Merlin, ils ont une agilité fondamentale très forte.
En termes de management, ils ont des démarches comme tous leaders. En termes de sens, ils ont des démarches comme vision. En termes de culture aussi, ce qui fait que chez eux, quand on déploie l'agilité des méthodes, des projets, c'est très facile. Il y a d'autres entreprises, et ce qu'on a fait en 9 mois avec Leroy Merlin, on va le faire en 18 ou 36 avec d'autres entreprises. Donc j'ai envie de dire que oui, effectivement, alors déjà, il faut bien se dire que l'agilité, c'est de la structure. C'est le fond qui est agile, c'est pas la méthode qui est agile. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que Marion pourra le confirmer. Sa capacité, quelque part, à avoir une méthode très arrêtée qui fait qu'on peut changer le fond assez facilement. Et voilà, donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, sur la structure de l'entreprise, oui, il faut un peu la détendre, il faut la rendre plus souple. Et c'est là, finalement, où les 6 piliers sont, entre guillemets, des... Oui, parce que alors, je reste avec vous, parce que dans cette note de l'exploratoire Sopra Steria Next, ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez identifié ces marqueurs, interrogé des chefs d'entreprise sur la mise en œuvre de ces marqueurs de l'agilité. Il y en a certains qui sont assez facilement intégrés, et puis il y a ce que vous appelez, je crois, les marqueurs d'avenir, c'est ça? Alors, et qui sont plus difficiles à intégrer, c'est quoi? Loïc en a un peu parlé avec l'agilité, on va dire, de facto et l'agilité structurelle. Ouais. Il y a un premier niveau d'agilité qui est accessible à toutes les entreprises. Et Marion l'a dit, finalement, ça revient à dire on est souple, on est capable de s'adapter. Et cette agilité-là, elle repose sur la culture. C'est le fait de dire on est dans l'entraide, on est dans l'esprit d'équipe, on a des valeurs qui nous guident. Ils sont dans les fonctionnements, on va essayer de trouver le résultat le plus rapide possible pour servir le client. Ils sont aussi dans le digital avec des solutions qui aident à s'adapter. Et ça, j'ai envie de dire, ça a été le lot de toutes les entreprises pendant la crise. Et tout le monde s'est reposé là-dessus. Et ça, c'est un premier niveau d'agilité. J'ai envie de dire, c'est un peu l'agilité à la main, si j'ose dire. Et puis un deuxième niveau d'agilité qui est plus structurel. C'est une agilité qui est préparée, qui est organisée, et qui permet de répondre de façon préparée, si j'ose dire, à la transformation, donc d'augmenter la résilience. Et par rapport à ça, il y a 4 grands chantiers. Il y a un premier chantier autour du décloisonnement. De dire finalement, on voit bien que si on a des équipes qui ne se parlent pas, au sein de l'entreprise, mais même avec les autres entreprises, quelque part, on est moins agile. Un exemple concret là-dessus, chez Sopra Steria Next, donc on est 1500 consultants organisés en 15 BU, et ben on a des chapters transverses de compétences sur l'excellence client, sur l'excellence opérationnelle, qui nous permettent de décloisonner et de travailler ensemble. Ça, c'est un premier chantier. Et un deuxième chantier qui est autour du management, de dire comment demain je rends mon manager plus transformateur, plus coach. Typiquement, un exemple là-dessus très concret. Donc, tout ça pour dire, je donne des exemples pour dire qu'aussi cette transformation, elle n'est pas éthérée, elle est en marche. C'est pas théorique. C'est pas théorique, c'est en marche et ça existe. Donc, manager transformateur, la Poste-Colis, qui mène une énorme transformation, qui est en train de réussir de façon assez exceptionnelle, a développé une posture de manager transformateur pour ses managers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est capable d'expliquer la transformation, on est capable de construire avec les équipes, on est capable d'accompagner individuellement les collaborateurs. Donc ça, c'est le deuxième chantier. Troisième chantier, il y en a 4 en tout. Troisième chantier, c'est sur la responsabilisation des équipes. Et là encore, on a un très bon exemple donc de dire comment est-ce qu'on remet le pouvoir aux équipes, la capacité aux équipes à faire. Et là, encore une fois, la Poste ou Pôle emploi, par exemple. C'est intéressant parce que la Poste et Pôle emploi, on se dit, ils ne sont pas agiles par nature. C'est pas ceux que j'aurais cités spontanément. Exactement, et ils le sont pourtant. Et donc, ils développent ce qu'on appelle les équipes autonomes, avec du pouvoir dans les équipes, de la responsabilisation. Donc ça, c'est aussi un grand chantier qui est en cours. Et puis, quatrième chantier, c'est l'agilité des méthodes, ce qu'on fait notamment avec Leroy Merlin en ce moment, de dire, je vais utiliser à la fois toutes les méthodes agiles, projets qui vont me permettre de cadrer, de donner du rythme, la data aussi qui va me permettre de décider concrètement. Et typiquement, sur cette agilité des méthodes, donc un niveau supérieur d'agilité, on va très loin avec le Leroy Merlin parce qu'ils sont déjà agiles fondamentalement aussi. Donc, voilà. Donc 4 grands chantiers qui transforment l'entreprise. Loïc Pori, on est là on tire les leçons de l'agilité aussi sur la capacité d'une entreprise à absorber les chocs, cette fameuse résilience. Donc on était avant la nouvelle méthode d'il y a 9 mois, c'est-à-dire quand il y a eu le premier confinement. À quel point ça vous a servi, cet ADN d'agilité? Vraiment, ça nous a servi à lâcher prise vis-à-vis des équipes, à faire confiance à nos managers, à leur confier les sujets et à les laisser en autonomie mener les sujets. Et la méthode nous a apporté ces points de rencontre sur lesquels on pouvait leur faire des feedbacks. Donc c'est de l'autonomie encadrée par la méthode. Donc on a vraiment réussi pendant cette période-là à allier la force de nos équipes, à garder leur ADN, garder la dynamique qu'ils avaient en eux, tout en les accompagnant pour qu'ils ne se sentent pas perdus, seuls, dans un océan d'incertitude. Alors, Marion Fleischer, il y a encore, j'imagine, de l'observation, des leçons à tirer de ce qui se passe dans les startups. Vous avez donc mené, c'est pratiquement de l'ethnologie, une enquête dans une start-up en hypercroissance. Combien de temps vous y êtes resté et quelles leçons, surtout, vous en avez tirées?
Oui, c'est ce qu'on appelle les enquêtes ethnographiques en sociologie, donc par observation participante. Donc j'ai travaillé dans le service RH pendant 4 mois. Donc j'avais un travail et en même temps, je menais des entretiens avec les salariés. Donc j'ai rencontré 45 salariés de cette entreprise. Donc forcément, je tais son nom parce que je me suis engagée à préserver la confidentialité des données. On le comprend très bien. J'anonymise et en fait, je ne m'attendais pas à travailler sur les méthodes agiles. Moi, au départ, je travaillais sur les startups. Donc j'avais jamais entendu parler de ça. Et il se trouve qu'au cours de ce terrain, comme ils étaient en très forte croissance et qu'il y a un grand département de développeurs, le CTO, donc le dirigeant en tout cas de la partie technique de l'entreprise, est passé en mode agile. Alors en fait, il faut un certain niveau d'effectif pour le faire parce que le principe dans les méthodes agiles propres au métier de l'informatique, c'est que vous allez faire comme tu le disais, Johan, des équipes pluricompétentes pour qu'elles soient autonomes. Mais donc pour ça, pour faire par exemple du logiciel, il faut qu'il y ait un développeur back-end, on appelle ça, un développeur front-end, un QA analyste, etc. Donc toutes les compétences dans une équipe et qui va pouvoir marcher de manière autonome parce qu'elle est autosuffisante. Et on va lui donner un périmètre fonctionnel. Donc on va plus découper le département par compétences, mais par projet, par périmètre fonctionnel. Donc en gros, ils ont regardé leur site internet. OK, il y a la navigation à gérer, il y a les marchands sur le site, il y a la satisfaction client. Et donc c'était des parties de produits dont chaque équipe était en charge. Donc c'est ce qu'on appelle les team features, qui sont en charge d'une feature. Et en fait, après, ils travaillent de manière autonome par sprint. Donc c'était des sprints de 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même une bonne équipe, parce qu'il faut pouvoir mettre une compétence de chaque par équipe, il fallait pouvoir staffer. Mais quand vous parlez de sprint, ça veut dire qu'il y a un objectif, quoi. Il faut toutes tenir les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, en fait, ce qui se passe, et c'est ça qui est c'est incroyable, parce que ça demande un management assez chiadé, parce que il y a le product owner qui va être celui qui va aller récupérer tous les besoins de l'entreprise, donc des autres départements, mais aussi des clients. Il va tout mettre dans un backlog, donc une sorte de liste de toutes les choses à faire. Et c'est lui qui va devoir gérer les priorités. Et pour gérer ses priorités, il va consulter son équipe et les spécialistes pour voir qu'est-ce qui est faisable à programmer dans le prochain sprint, parce qu'il ne faut pas non plus en tout cas prévoir trop par rapport à ce que le nombre de personnes est capable de développer dans les 2 semaines. Donc il donne des story points, un peu c'est des chiffres un peu arbitraires pour qualifier, pour donner le degré de complexité d'une tâche. Et ils savent qu'ils peuvent en faire tant de story points en 2 semaines. Et donc ils ne peuvent pas dépasser ça. Et ensuite, ils vont programmer le sprint. Et pendant que les développeurs développent, le product owner va récupérer les besoins et programmer le sprint suivant. Et en fait, il y a des réunions, et c'est pour ça que c'est très ritualisé, il y a des réunions constamment pour pouvoir dire où est-ce qu'on en est, est-ce que finalement il n'y avait pas des trucs plus complexes que prévu qu'il faut du coup reporter au sprint d'après ou en tout cas enlever certaines tâches. Et donc il y a beaucoup de collaboration, de coopération, mais ce qui est assez incroyable dans ce modèle-là, c'est que du coup, vous voyez que celui qui donne le travail, c'est pas le supérieur hiérarchique, c'est le product owner qui en fait n'est pas au-dessus des autres, il est dans l'équipe, il est même en dessous, il est moins bien payé parce qu'il n'est pas développeur. Et du coup, ceux qui dirigent techniquement, c'est ce qu'on appelle les lead tech. Eux, ils ont une compétence technique, c'est eux qui vont plutôt dire ça, c'est pas possible à faire pour ce sprint. Et du coup, en fait, on est sur une hiérarchie matricielle. Donc, ça dilue les niveaux hiérarchiques, ça fait qu'on ne sait pas trop qui est notre supérieur. Il y a un supérieur technique, il y a un supérieur de management, il y a le product owner qui nous donne le travail, mais celui qui nous donne le travail, qui contrôle notre travail, n'est pas celui qui est supérieur hiérarchiquement. Et c'est finalement un pied de nez à l'organisation hiérarchique, parce que c'est une manière de travailler qui est très innovante pour le coup. Est-ce qu'il y a des grandes entreprises qui s'y essayent, ça, une hiérarchie matricielle ? Alors, sans aller jusqu'à une hiérarchie matricielle, je pense que tous les managers, en tout cas les managers d'aujourd'hui, changent de mindset, si j'ose dire. On n'est plus du tout dans le relevé des compteurs en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. On est vraiment dans l'écoute. En fait, c'est ça c'est ce que Marion dit aussi, c'est que pour aller au bout entre guillemets de ce système agile-là, il faut le lâcher prise, comme Loïc a dit, il faut la confiance, ainsi de suite. Et là, on va parler d'un autre sujet qu'on n'a pas forcément abordé, qui est la promesse collaborateur aussi. C'est que dans l'agilité, il y a aussi une promesse faite aux collaborateurs de responsabilisation, qu'on l'écoute aussi, et entre guillemets, le management à la tâche disparaît un peu. Donc les grandes entreprises, elles ont envie d'aller vers ça, mais pour autant, il y a d'autres tâches aussi
que les tâches de production et les tâches aussi RH, où on a, par exemple, ou de gouvernance ou de stratégie, on a encore besoin des managers parce qu'on entend parfois que l'entreprise agile, c'est la fin du manager. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y aura toujours besoin des managers, par contre, un manager un peu différent, quoi. Alors, vous avez aussi, dans le cadre de cette enquête, de cette note d'analyse, évalué les marqueurs agiles qui ont été renforcés par la crise Covid. Alors, je cite les trois principaux, enfin ceux qui arrivent en premier, en fait, ceux qui sont sur le podium. Collaborer efficacement à distance grâce aux solutions digitales, 80%. Faire preuve d'esprit d'équipe et de collaboration, 72%. Partager l'information de manière transparente, 68%. Donc la crise, elle a renforcé ces marqueurs d'agilité. Ils ont des valeurs communes, lesquelles ? Moi, je pense qu'ils ont la valeur du pragmatisme, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. Enfin, je ne sais pas s'ils les ont renforcés, en tout cas, ils les ont activés. Ils ont activé en disant, voilà, il faut qu'on se parle à distance. Le marqueur digital est apparu. Il faut qu'on soit transparent dans ce qu'on a à se dire, et il faut qu'on soit dans le collectif, quoi. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est... Et quelque part, il y a des entreprises qui étaient prêtes à ça directement, dont le digital était prêt, dont, entre guillemets, la confiance était déjà présente, puis il y a celles qui n'étaient pas prêtes là-dessus. Et donc, c'était plus compliqué. Mais en tout cas, ces trois marqueurs-là, j'ai envie de dire, moi, si j'étais dirigeant d'entreprise, pour la prochaine crise qui arrivera, je les bosserais beaucoup. Ouais. Je pense que voilà. Loïc Pori, cette méthode donc, qui a été mise en place il y a 9 mois, vous nous avez dit son efficacité. Et on va terminer là-dessus, il nous reste 2 minutes dans le débat. Est-ce que c'est difficile de le tenir dans la durée ? Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, quand on met en place une nouvelle méthode, il y a la nouveauté, tout le monde se l'approprie, très bien, ça fonctionne, mais après, il faut tenir. Oui. C'est un vrai challenge, c'est le challenge qui nous attend maintenant. On va arriver sur une espèce de deuxième saison avec les méthodes agiles, et donc il faut relancer la méthode. Je trouve intéressant ce qui a été dit avant, je rajouterai ce qu'a dit Marion, la compétence oui, et nous ce qu'on a vu émerger c'est également des gens qui ont levé la main par appétence. C'est-à-dire le sujet m'intéresse, donc je me lie à la squad. Et alors que c'était peut-être pas forcément dans mon métier. Par contre, ils avaient un apport, et donc cette fusion entre la compétence et l'appétence fait que les squads font des choses extrêmement intéressantes. Et la clé, c'est l'utilité. C'est-à-dire, si je produis des choses utiles dans mon sprint court, et donc utiles pour les collaborateurs, utiles pour l'entreprise, et finalement utiles pour moi dans mon métier, ça fonctionne, parce que ça a du sens. Si je ne produis rien, ça n'a pas de sens, et donc, de fait, le sujet s'arrête. Et pour répondre peut-être un peu plus précisément à la question... Vous dites sprint, sprint, c'est pas un marathon, donc pendant combien de temps on tient les sprints sur la durée d'un marathon ? Tant que c'est utile, j'ai envie de dire tant que c'est utile. Tant que le sprint enrichit la proposition de valeur, ça a du sens de continuer, et d'ailleurs, ça continue. On voit bien que quand on arrive à faire des weekly ou des monthly et que ça n'apporte plus rien, le sujet s'arrête de lui-même. Et vraiment, pour finir, c'est pas une baguette magique, en fait, la méthode agile. Et je pense que c'est le secret de la continuité, c'est de ne pas essayer d'appliquer la méthode agile à tous les sujets de l'entreprise. Il y a des sujets qui s'y prêtent, des sujets qui ne s'y prêtent pas. Un dernier mot, quand on rentre dans l'organisation, la structure de l'entreprise, c'est là que ça devient un peu plus compliqué ? En fait, c'est un vrai sujet parce que quelque part, alors je reprends l'exemple de Leroy Merlin, ils sont fondamentalement agiles, donc ça va vite. Les entreprises qui, entre guillemets, qui rêvent de profiter des leviers de l'agilité, sauf qu'ils n'ont pas fait leur transformation. Et là, c'est compliqué d'expliquer à un dirigeant que pour effectivement que ces équipes, exactement comme Loïc vient de le définir, produisent, entre guillemets, en étant épanouies, en étant dans l'utilité, ainsi de suite, dans la performance, il va falloir faire une transformation managériale, culturelle, d'organisation. C'est pas le même effort de transformation. Donc oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, ça demande beaucoup d'investissement. Par contre, le jour où il y a une crise qui arrive, on est prêt. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci à tous les trois, c'était passionnant, super débat. C'est la dernière des Tickets Smart pour cette saison. On se retrouvera à la rentrée, on se retrouvera au mois de septembre. J'en profite pour remercier Juliette de Noyelles, qui m'accompagne dans la préparation, l'édition, la programmation des Tickets Smart. Merci beaucoup Juliette. Merci à toutes les équipes, évidemment, de Bismart et de Sopra Steria Next, qui est partenaire de l'émission, et qui, vos notes d'analyse, elles nous servent bien pour le contenu éditorial de ces débats. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Tickets Smart. Salut.